Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon dimanche. En préambule de cette vidéo, j'ai remis quelques Mystery Box pour ceux qui n'ont pas eu le temps de l'acquérir, qui veulent en avoir soit pour la collection, soit pour l'investissement. Comme tu le sais, c'est une box qu'on va suivre sur le long terme. Donc voilà, j'en ai remis 6, elles sont toujours au même prix. Donc pour l'instant, voilà, si tu veux en profiter, c'est le moment. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être vendeur professionnel de cartes et items Pokémon. On va plus en parler sur le côté caractéristiques financières plutôt que sur le côté vie de tous les jours, comment ça se passe quand on est vendeur pro. Aujourd'hui, on va plus parler chiffres, on va voir les avantages et les inconvénients d'avoir un business dans le monde de Pokémon. Que ce soit pour n'importe quelle activité, chaque business a des caractéristiques qui lui sont propres. C'est pas magique, hein, ça fait des années qu'il y a des grandes têtes pensantes qui ont réfléchi à ça. Et puis en plus, on a des chiffres, on a des ratios sur à peu près tous les business. Ce qui fait qu'on sait normalement à quoi s'attendre quand on va créer quelque chose. Que tu veuilles monter un magasin de vêtements, un restaurant, une boulangerie, un bar, une boîte de nuit, ce que tu veux, que ce soit le taux de marque, le taux de marge, le besoin en fonds de roulement, l'investissement de départ, tout ça c'est déjà calculé, c'est ce qu'on appelle faire un business plan. Et puis avant l'ouverture de ton activité, tu seras, alors à peu près, hein, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises, mais grosso modo, par exemple si tu demandes à quelqu'un de compétent, si tu lui dis voilà je vais ouvrir une boulangerie qui fait 45 mètres carrés, que je vais ouvrir, j'en sais rien, dans le 4e arrondissement de Paris, il sait quel chiffre d'affaires tu vas faire. Quelles sont donc les caractéristiques positives et négatives de l'activité qui est de vendre des cartes Pokémon? Pour ce qui est du positif, comparé à d'autres activités, la vente de cartes Pokémon ne nécessite pas un investissement de départ très important, que ce soit si tu as une boutique en physique ou que ce soit si tu as une boutique en ligne. Même une boutique en physique, tu n'as pas un investissement très lourd puisque tu vas louer un local et tu n'as pas besoin d'avoir un local qui est très très grand. Même quand tu regardes, par exemple, que ce soit à Tokyo, tu as énormément de petites boutiques qui vendent des cartes Pokémon. Typiquement, si par exemple tu vends des habits, la surface que tu vas devoir avoir va être beaucoup plus importante. Tu vas devoir avoir des cabines d'essayage et puis ne serait-ce que les manteaux, les machins, ça prend énormément de place. Si tu as un restaurant, tu es obligé d'avoir des tables et tout. Et on est sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Alors que un magasin Pokémon ou alors en ligne, tu n'as même pas besoin d'avoir de local. C'est beaucoup plus tranquille en termes d'investissement de départ et donc le risque est très limité. Il y a quoi d'autre comme point positif ? C'est tout. On va passer au point négatif, il n'y en a pas énormément non plus, hein. Après tout le reste, on est sur la moyenne comparé à d'autres activités, mais il y a 2 points qui sont normalement quasiment rédhibitoires pour ce qui est de monter une activité. On va voir ça tout de suite, mais avant ça, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un taux de marge et sur ce qu'est un taux de marque. Parce que les gens confondent. Et c'est normal que tout le monde confond, parce que même les gens qui ont un business, qui gèrent une activité, etc., mais souvent quand on parle du taux de marge, en fait on parle du taux de marque. Mais parce que le réel taux de marge, entre guillemets, on s'en sert jamais, quasiment. Pour faire simple, le taux de marge, c'est la marge commerciale, l'argent que tu vas faire en plus, divisé par le prix d'achat, fois 100. Donc je te donne un exemple simple, si tu achètes un produit 100 € et que tu le vends 150 €, du coup tu as fait 50 €, donc tu fais 50 divisé par 100 fois 100, ton taux de marge est de 50%. Si tu achètes un produit 100, tu le vends 150, ton taux de marge il est de 50%, tout le monde est d'accord. Sauf que ce taux-là, en fait, vu que c'est basé sur le prix d'achat, tu peux pas en faire grand-chose. Si tu veux faire une réduction, maintenant que tu as ton taux de marge, tu sais jusqu'où tu peux aller pour faire la réduction, on va dire, maximum sans perdre d'argent. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on se sert jamais de ce taux. Le problème, typiquement, c'est que ça part du prix d'achat. Donc si tu as ton produit que tu as acheté 100 €, que tu revends 150, et puis tu t'es dit, j'ai fait 50% de marge, imaginons qu'un jour tu veux faire une réduction, et puis tu veux faire la plus grosse réduction maximum,
auquel tu peux prétendre sans forcément perdre de l'argent. Et toi, dans ta tête, tu as 50%. 50% de marge. Donc, tu as ton prix de vente maintenant qui est de 150, maintenant. Et puis tu dis, je retire 50%. Et puis comme ça, je reviens à mon prix. Mais non, puisque tu es parti du prix d'achat. Parce que 50% de 150, ça fait 75. Ça fait pas 100. C'est pour ça que les gens, quand ils parlent de marge, en réalité, ils parlent de marque. Et pour obtenir le taux de marque, ce n'est pas la marge divisée par le prix d'achat, c'est la marge divisée, par le prix de vente. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, tu achètes un produit 100 €, tu le vends 150, tu fais 50, du coup, c'est la marge que tu as faite, divisé par ton prix de vente 150, et là, ça te donne 33%. Et donc là, on est bon. Si une fois que tu as ton prix de vente à 150, si un jour tu décides de faire la plus grosse réduction, tu prends tes 150, tu t'enlèves 33%, et du coup tu vas enlever 50 et tu arrives à 100 qui est bien ton prix d'achat. Taux de marque. Voilà la donnée la plus importante dans n'importe quel business, le taux de marque qui va être réellement à l'intérieur de ton prix de vente. Quel est le pourcentage de marge ? Enfin bon, le pourcentage de marque, mais bon, tu m'as compris. Alors pour te donner une idée, en moyenne, un restaurant, c'est à peu près 70%. Un bar, c'est à peu près 80-85%. Une boîte de nuit, c'est à peu près 90%. Avec des différences à quelques pourcents près. Mais je veux dire, si tu montres un business plan à une banque avec, tu veux monter un restaurant et que tu prévois un taux de marque de 60%, eux, ils ont des dossiers, ils ont des centaines de dossiers tous les jours, ils savent que ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ton activité n'est pas viable. Tu ne peux pas monter un truc et faire 10% de marque de moins que tout le monde et que ça se passe bien. Pour ce qui est de la vente de cartes Pokémon, on arrive péniblement entre 25 et 35% de taux de marque, ce qui est très faible. Il n'y a quasiment pas d'autres business à ma connaissance avec un taux de marque aussi faible et qui peut être quand même à peu près viable. Comme on a vu précédemment, voilà, si tu as un bar, un restaurant, machin, pour faire simple, tu achètes une canette entre 15 et 20 centimes et tu vas la vendre 2 €. Les cartes Pokémon, c'est pas ça. Tu peux pas acheter une carte à 50 € et la vendre 450. Ça n'existe pas. Pour Pokémon, grosso modo, si tu vends une carte 2 €, tu l'as achetée entre 1,30 € et 1,50 €. Alors, faut pas raconter non plus n'importe quoi. Le taux de marque est ridicule, ça c'est clair, mais d'un autre côté, il y a très peu de charges. Par exemple, si on prend mon cas avec Japan TCG, le site va me coûter entre 200 à 250 €, ça dépend un peu des mois, pour fonctionner. Je ne te parle pas des prélèvements qu'on me prend sur chaque paiement, etc. Juste si je fais 0 vente, juste pour le fait que le site soit là, ça va me coûter 200-250 € par mois. Bon, si tu as un restaurant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Puis tu as des frigos, tu as de l'électricité, tu as peut-être un peu de sécurité. C'est vrai qu'avec Pokémon, le deal, c'est un peu ça. Le taux de marque est pourri, mais d'un autre côté, il n'y a pas trop de charges. Mais alors, du coup, quel est le problème ? On arrive au deuxième point négatif, qui est le stock. Alors ça, tu peux en parler à tous les comptables de ton entourage. Le stock, c'est ce qui tue une entreprise. C'est pas pour rien que toutes les enseignes qui peuvent se le permettre travaillent sans stock. Par exemple, si tu prends la Fnac, typiquement, eux, ils ont 0 stock. Et tu te fous de moi, quand je vais à la Fnac, les rayons, ils sont pleins. Les rayons sont pleins, mais ils n'ont pas payé la marchandise. Ce qui se passe, c'est que si tu travailles avec la Fnac, tu leur envoies 1000 bouquins, ils les reçoivent, ils te payent rien du tout, et si jamais ils en vendent 500, ils t'en renvoient 500 qui sont vendus, tu te débrouilles avec ça, et ils te payent sur les 500 qu'ils ont vendus. Donc même si la réserve est remplie, même si les rayons sont remplis, en termes comptables, il y a 0 stock. Alors oui, toi si tu y vas avec tes yeux, tu vas voir de la marchandise, mais par rapport à ce qui pèse sur la société, ils n'ont rien payé. Qui vendent, c'est mieux s'ils vendent parce qu'ils se payent avec ça. Mais sur le principe, s'ils n'ont pas vendu, ils te renvoient ça. Et puis terminé, il n'y a même pas eu de sortie d'argent. Et là, avec Pokémon, on va pas se mentir, on est sur un combo qui est fatal, un taux de marque très bas et un besoin de stock très élevé. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Un taux de marque de 30%, on va dire 33%, histoire de faire simple, comme ça fait 1 sur 3. Enfin 33,333. Ça veut dire que si tu achètes une carte, au moment où tu la vends, tu vas avoir gagné 30% de son prix. Donc tu vas en racheter une. Tu vas regagner 30% de son prix. Là, tu vas en racheter une troisième
et tu la vends. Et donc là, tu as gagné en tout le prix d'une carte. Donc en fait, en vendant 3 cartes, tu en as gagné une. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies énormément de stock pour que les gens soient intéressés pour venir regarder que ce soit ton magasin ou que ce soit ton site internet. Ça veut dire qu'imaginons que tu achètes énormément de produits, tu achètes pour 10 000 € de cartes et je sais pas par quel miracle, tu arrives à tout vendre, tu as gagné 3 000, mais sauf que tu n'as plus aucune activité puisque tu n'as plus rien à vendre. Donc tu es obligé de racheter pour 10 000. Et surtout, en vérité, ça se passe jamais comme ça. La vérité, c'est que tu vas acheter pour X milliers d'euros de produits, et puis tu vas vendre pour quelques centaines d'euros, qui vont te rapporter 30% de quelques centaines, et puis après, tu vas essayer de faire un roulement, mais tu vas avoir besoin de beaucoup de stock. Avec un taux de marque très faible, ça peut très vite être compliqué. De mon côté, je ne me plains pas, j'adore mon boulot, tout se passe bien, et puis voilà, avec Japan TCG, tout roule et tout, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que il peut y avoir un peu une tendance à ce que ce métier fasse rêver entre guillemets parce que on aime les cartes, on est collectionneur et puis il y a aussi des gens qui disent pourquoi pas, je me mets à vendre un peu des cartes et puis moi je passe pro et tout. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Si tu veux un chiffre clair sur Japan TCG, alors je sais que toi en tant que collectionneur quand tu vas sur Japan TCG, souvent tu cherches une carte et puis tu vois plein de trucs qui est tout le temps out of stock et puis en plus il y a un biais cognitif qui fait qu'on va plus regarder et se souvenir d'un produit qui était out of stock qu'un produit qui était disponible. Mais la réalité c'est qu'à aujourd'hui, en termes de coût de stock, donc pas le prix que je le vends mais le prix que ça m'a coûté, sur Japan TCG là à aujourd'hui il y a 8 millions de yens de stock, donc 55 000 € de produits. Sachant qu'en plus, il faut savoir que le stock, ça coûte de l'argent. Même si t'as pas l'impression que ça te coûte de l'argent parce que tu te dis une fois que tu l'as acheté. Mais non, ça marche pas comme ça. Parce que par exemple, si on prend mon exemple, par exemple, c'est 55 000 €, si je les investis dans autre chose, ils vont créer un petit peu d'argent. Ils vont faire un petit peu des petits. Or là, on est sur du stock qui est immobilisé. Bien sûr, je suis pas là pour me plaindre et me dire oh là là, Pokémon c'est difficile. Moi j'adore mon métier, je changerai pas du tout. J'aime ce que je fais. Mais voilà, si t'es jeune et puis tu vois t'as 18-20 ans, t'aimes les cartes Pokémon et tout, mais c'est bien aussi avant de te lancer dans un truc comme ça, de connaître un peu, de s'intéresser un peu plus, je dirais au business pur. Ce qui est le moins intéressant. Parce que toi, tu es là et tu te dis, moi, ce que je kiffe, c'est les cartes Pokémon et j'ai envie d'en acheter et d'en vendre et de faire ça à un niveau professionnel. Mais du coup, tu es obligé de t'intéresser un minimum et de savoir ce qu'est un business plan, un compte d'exploitation. Enfin, voilà, tu es obligé de connaître un petit peu, sans parler d'être un expert comptable, c'est pas ça, mais c'est important. Donc voilà, vidéo qui change un petit peu d'habitude. J'espère que ça t'aura intéressé. On est un peu plus sur des trucs qui sont moins fun sur cette vidéo. Mais bon, je teste. Tu me diras ce que tu en as pensé. Mais bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé ni de Pikachu, ni de Bulbizarre, ni de Dracofeu. Mais bon, on est sur autre chose. Mais ça concerne quand même les cartes Pokémon. J'espère que ce moment passé avec moi fut été agréable. Je te remercie d'avoir regardé les vidéos et puis je te dis à très bientôt sur Japan TCG. Allez, bye!